Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté si tôt, puisque c'était dès le mois d'août, mon invitation. Peut-être tout d'abord, même si beaucoup de gens connaissent évidemment Ingenico, quelques mots de présentation sur Ingenico. Je vais mettre votre slide, pardonnez-moi, voilà, derrière. Écoutez, je pense que tout est dit. Je vous laisse mettre quelques mots. Ingenico est le leader mondial des solutions de paiement électronique pour les marchands, c'est-à-dire que l'univers du paiement qui était évoqué, il est d'une certaine façon séparé en deux, non pas séparé, mais qui fonctionne dans deux univers, qui est l'univers de l'émission de paiement, qui est l'univers des consommateurs, l'univers de l'acceptation de paiement, qui est l'univers des marchands. Donc nous sommes le leader des solutions de paiement pour les marchands, que ce soit dans leur boutique, à travers la partie visible de l'iceberg qui s'appelle un terminal de paiement que vous utilisez à peu près tous les jours, qui évidemment lui-même s'appuie sur des plateformes transactionnelles. Et puis aussi, depuis maintenant quelques années, on a massivement investi dans l'univers du paiement sur Internet, ce qui fait d'Ingenico la société la plus équilibrée dans ses moyens de paiement électronique, enfin dans l'offre faite aux commerçants. On a 6 000 employés, on est présent dans 170 pays. La France, qui reste notre pays de cœur et notre pays d'origine, représente un peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Le premier pays cette année a été les États-Unis et le deuxième la Chine. Donc nous sommes une société très internationale. Donc vous le voyez, Ingenico n'est pas vraiment une fintech, un grand groupe industriel installé. Je vous ai demandé de venir, et on en a parlé très tôt pour préparer, essentiellement parce que vous aviez marqué les esprits il y a quelques années avec votre stratégie d'approche justement des fintech, avant qu'on les appelle fintech, en orientant votre métier historique qui était dans la production de TPE vers les paiements électroniques que vous venez d'évoquer, et en particulier en 2013 avec le rachat d'Ogone et de Global Collect en 2014, qui étaient déjà des fintechs, et je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, ou les plus jeunes fintechs parmi vous, qui avaient déjà été rachetés avec des ratios qui plaisaient aux vendeurs de l'époque, ou qui faisaient jaser la presse à l'époque. Donc on en a parlé en préparant. Pouvez-vous nous faire un retour finalement maintenant, quelques années plus tard, après ces investissements, sur d'abord l'aboutissement de votre stratégie, sur l'intégration de ces fintech dans un grand groupe industriel, comme vous venez de le rappeler, qui doit avoir certaines règles. Voilà, nous en dire un peu plus sur ces sujets. L'exercice d'acquisition est un exercice auquel Ingenico est finalement assez rompu, puisque la croissance de cette entreprise s'est faite à la fois par sa capacité de croissance organique et beaucoup par ses acquisitions, des acquisitions transformantes ou des acquisitions plus tactiques. Alors clairement, les acquisitions que vous évoquez, Ogone et Global Collect, qui doivent se penser que comme une seule acquisition, puisqu'il s'agissait pour Ogone d'un modèle de gateway strictement européen et pour Global Collect un full service provider de paiement international, transfrontalier et multimonnaie. Cette acquisition-là est évidemment une acquisition sur laquelle on a beaucoup travaillé à la fois en amont et puis dans sa partie intégration. Alors, sans que nous soyons un très très grand groupe, on est quand même un groupe assez organisé. Et le premier choc, entre guillemets, pour une société nouvellement acquise, c'est le choc de la discipline budgétaire, le choc du reporting, le choc de la qualité des prévisions, puisque en tant que société cotée, comme vous le savez, tous les 3 mois, nous sommes devant la communauté financière à expliquer nos performances. Et donc, la marge de manœuvre sur les erreurs de prévision est très faible. Donc, il y a un petit exercice de discipline générale. Et ensuite, la plupart du temps, les choses se passent bien. Ils ont aussi ils nous apportent beaucoup de choses également. Ils nous apportent de nouveaux managers parfois. Ils nous apportent une nouvelle façon d'aborder notre univers. Et nous apportent souvent un enthousiasme, non pas que nous en manquions, puisque nous aussi, on a été une start-up il y a une trentaine d'années. Mais on sait qu'aussi, c'est un univers très darwinien et que pour beaucoup de start-up qui naissent, il y en a finalement assez peu qui sont sur la photo d'arrivée. Donc notre pari, c'est que quand une société comme la nôtre s'intéresse à une fintech de start-up un peu évoluée en termes de taille, on lui donne une chance assez sérieuse de continuer à exister dans son métier dans la durée. Donc, on l'a vu ces dernières années, en tout cas, ces acquisitions ont transformé à minima la communication, mais aussi la réalité
pour vos clients dans les produits que vous proposez. Un petit mot peut-être sur l'être humain, parce que le digital, c'est pas que du numérique, c'est des êtres humains. L'incorporation de toutes ces équipes qui étaient en mode start-up, et j'en ai croisé beaucoup pour préparer cet événement dans des open space avec Babyfoot, que j'ai pas retrouvé dans vos locaux en passant. Donc justement, Ils sont pas à mon étage. voilà, c'est pour ça. Donc l'intégration de ces cultures, qui a l'air de bien se passer, mais je voulais avoir votre retour après 3 ans sur ces sujets. Alors, les baby-foot ont été préservés à Bruxelles, chez Ogone, également chez Global Collect à Amsterdam. Mais au-delà de la plaisanterie, effectivement, c'est un exercice qui réclame des efforts de part et d'autre. C'est-à-dire que à la fois, la société achetée doit comprendre qu'il y a un certain nombre de règles, celles que j'ai évoquées implicitement, et la société qui achète doit également comprendre que la culture d'entreprise précédente doit être préservée, pour autant qu'elle soit orientée sur ce qui est notre obsession, qui est l'obsession du résultat et l'obsession de la performance. Il n'y a pas d'ailleurs généralement de gros écarts. Il y a des écarts de méthode, mais il n'y a pas tellement d'écarts d'analyse. Donc vous avez raison de dire que ces différentes acquisitions ont transformé Ingenico, ont transformé ne serait-ce d'ailleurs que son profil d'entreprise, puisque historiquement nous tirions presque 90% de nos revenus de l'activité traditionnelle des terminaux de paiement. Et nous sommes désormais dans un profil beaucoup plus équilibré, où on a 70% des revenus qui viennent de la partie hardware et services liés au hardware, 30% viennent de la partie transactionnelle, sachant que ces 70 et ces 30 s'appliquent à des chiffres qui sont évidemment pas ceux que nous avions il y a une dizaine d'années, puisque le chiffre d'affaires cette année devrait être aux alentours conformément à ce qu'on a dit en termes de guidance, 2,2 milliards, alors que nous faisions 500 millions en 2007. Donc il y a eu une contribution très significative des acquisitions et aussi de la croissance organique. On en reparlera à d'autres reprises dans la journée, effectivement. La coopération, c'est aussi parfois le rachat, et ça peut se passer bien et pour les fintech et pour les industriels. Plus généralement, votre vision, Philippe, sur cette effervescence fintech dans le monde, et plus particulièrement en Europe, puisque chaque géographie est très différente, donc peut-être concentrons-nous, je sais que vous êtes partout, mais concentrons-nous sur l'Europe. On entend évidemment tous beaucoup parler dans la presse des Adyen, iZettle, Square, etc. Comment voyez-vous ces nouveaux acteurs ? Pour vous, c'est des concurrents, des coopérations possibles, juste des innovants intéressants sur des niches ? C'est un peu tout ça. On peut être à la fois concurrent avec des nouveaux entrants, on peut également avoir des logiques de partenariat. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart de ces nouveaux entrants permettent d'ouvrir des segments de marché qui historiquement n'étaient pas couverts par le paiement électronique. Je vais prendre un exemple simple, qui n'est aucun de ceux que vous avez cités, puisque c'est un exemple américain, avec une société un peu, puisque ça qui a été lancée avec pas mal de Jack Dorsey, créateur de tout. Alors, je ne me prononcerai pas sur les chiffres que Square est capable de fournir aujourd'hui, parce que je pense qu'ils ne sont pas de bonne qualité, mais le mérite de la solution Square, qui consistait à plugger un petit lecteur de cartes à piste magnétique sur un smartphone, a en réalité ouvert l'utilisation du paiement électronique à des univers qui étaient des univers qui historiquement n'acceptaient que du liquide. Donc pour nous, ça a été non pas une révélation, mais on s'est dit après tout c'est un segment qu'il faudrait également couvrir. On a fait à nouveau une acquisition liée à ce domaine-là avec une société basée aux États-Unis qui s'appelle Romdata, et on a commencé à réfléchir à des solutions qui sont grosso modo comment transformer un device du type smartphone ou tablette qui n'est pas fondamentalement un device fait pour accepter du paiement, comment peut-on le transformer pour qu'il le devienne? Donc ça fait partie d'un de nos axes stratégiques. C'est un segment de marché qui a finalement assez peu de recouvrement avec les segments de marché traditionnels. Il est plutôt en addition, donc pour rebondir sur votre point précédent, une bonne idée peut élargir le marché du paiement électronique, qui par construction est un marché en croissance. Des gens enfin, dans l'univers du online, vous avez cité d'autres noms, notamment celui d'Adyen. Adyen arrive avec des solutions simples qui permettent également à des sociétés comme les nôtres de repositionner son offre. Donc je pense que globalement, l'apport de toutes ces relativement petites sociétés, mais qui peuvent devenir grosses, sont plutôt positifs pour l'ensemble de l'écosystème.
Ces nouveaux entrants posent tout de même la question de la vitesse. On en parlera à beaucoup de reprises dans la journée. Il n'y a pas toujours énormément de technologie dans le mot fintech. Ça dépend dans le paiement, il y en a plutôt pas mal. Mais par contre, de la vitesse, il y en a. Comment un acteur industriel avec des plans de déploiement à 3-5 ans, on en parlait en préparant, je veux dire un terminal qui est déployé, vous vendez je crois 10 millions de terminaux par an, donc on ne fait pas des plans de déploiement à 3 mois. Comment pouvez-vous faire face et vous adaptez-vous dans ce monde d'une agilité extrême ? Alors, on a essayé de poser le problème de la façon suivante. On s'est dit, on a des roadmaps produits, des roadmaps industriels qui d'ailleurs, que ce soit dans l'univers du online, où il s'agit de définir des solutions, ou dans l'univers du paiement en boutique, où il s'agit de définir des terminaux, enfin des hardware et des solutions également. On a des roadmaps, c'est-à-dire des scénarios de lancement produit qui sont entre 0 et 3 ans. Et on s'est dit, bon, il faudrait quand même commencer à avoir dans notre pipeline un certain nombre de produits et de services qui seront ceux dont on pense qu'ils pourraient être ceux du futur. Et pour ce faire, on a mis en place une équipe qui s'appelle Ingenico Lab et qui réfléchit au-delà de cet horizon de 3-4 ans sur des solutions dont on pense qu'elles peuvent devenir industrielles à l'horizon des 5 ans qui viennent. Donc c'est beaucoup des gens qui travaillent sur ce que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire comment transformer un outil non-paiement en outil de paiement. Ça peut être un smartphone, ça peut être une box à domicile, ça peut être une automobile, ça peut être une tablette. Comment considérer le Bitcoin dans notre univers? Est-ce que le blockchain aura une influence? Et puis parfois, on a la bonne surprise de constater que ces réflexions qui sont supposées alimenter le pipe industriel de l'entreprise à 5 ans ont des applications beaucoup plus rapides. Et on a cette année un certain nombre de lancements autour du paiement intégré dans des tablettes, par exemple, qui commencent à rencontrer pas mal de succès, notamment avec le partenariat qu'on a passé avec Intel. Une dernière question pour tenir le timing. On aurait beaucoup à dire sur Ingenico Lab, mais je pense que vous irez vous renseigner par vous-même. C'est effectivement une structure très intéressante pour travailler sur la prospective chez Ingenico. Et donc, si les fintechs veulent réfléchir avec Ingenico, il y a des bons contacts là-bas. Pour revenir à Ingenico, avec le buzz fintech, on voit que les lignes bougent. On le verra dans la journée. Les opérateurs télécoms veulent faire de la banque. Les banquiers vendent des voitures. Les acteurs du paiement se mettent à faire du crowdlending sur des pages dédiées. Et puis certains de vos concurrents, par exemple de l'autre côté du Rhin, font de plus en plus d'émissions de produits de paiement. Finalement, Ingenico, votre métier historique, c'est l'acquiring, donc l'acceptation. C'est l'acceptation, rien que l'acceptation, toujours l'acceptation, ou vous vous déployez potentiellement vers de nouveaux types d'offres, ou vers du B2C, voilà. Y a-t-il des changements de ligne chez vous ? Pas fondamentalement, juste peut-être une précision. Notre métier, c'est l'acceptation et pas l'acquiring, qui est l'acquisition, qui est un autre métier. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est très technique, mais qui, vous avez tout à fait raison. Dans cet univers, peut prendre des proportions parfois étonnantes. Donc notre métier, c'est l'acceptation du paiement électronique en boutique et sur Internet. Donc effectivement, on a un certain nombre de nos concurrents qui sont dans l'univers de l'émission du prépayé. Je pense que vous faites allusion à la société Wirecard, qui est notre concurrent le plus direct, qui a à la fois une partie émission, une partie acceptation. Nous, pour l'instant, notre vision, c'est que les challenges qui sont les nôtres autour de continuer à développer notre leadership dans la partie terminaux, correctement intégrer nos activités dans le paiement en ligne, faire que tout ça se travaille ensemble autour de nos projets de cross-canal, et on commence à avoir des applications qu'on a vendues d'ailleurs à certains commerçants français, je pense à la chaîne Picard par exemple, qui vise à pouvoir faire du click and collect de façon automatique. Je commence une transaction sur Internet, je la finis en boutique, et un certain nombre de choses de cette nature sont déjà des choses qui nous occupent beaucoup. Le sujet de l'émission est un sujet qui est, de notre point de vue, pas exactement dans notre domaine de compétences. Et je pense que ça serait s'égarer que de vouloir y aller. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Merci d'avoir participé. Merci de votre invitation.